Merci d'être là. Ce matin, on va parler d'UX et de parcours utilisateur sur comment améliorer tout ça. Je suis accompagné d'Henri, de Alison et de moi-même. On va se présenter. Je vais laisser l'honneur à Alison de se présenter du coup. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Alison Jardin. Je suis la responsable marketing de France Car. Je t'en prie, Henri. Donc moi c'est Henri, je suis lead UX à l'agence Lemon Interactive. Et moi, c'est Vincent, je suis un des trois associés qui co-dirige l'agence Lemon Interactive. Comme le veut la coutume, avant de rentrer dans le vif du sujet rapidement sur Lemon, je l'ai dit, on est une agence digitale, on fait du conseil, donc tout ce qui est web marketing, de la création de sites internet, tout ce qui est design graphique également. On est 27 aujourd'hui chez Lemon et on fait tous nos projets en France, on pourrait même préciser en Hauts-de-France, c'est une agence du Nord. On a une promesse, c'est de s'engager avec vous vers une performance digitale durable. Pour nous, ça veut dire deux choses. Ça veut dire déjà durable dans le temps sur la performance, c'est-à-dire choisir les bons leviers, choisir les bonnes technos pour ne pas devoir tout refaire dans 3 mois, dans 6 mois, voilà, avoir des visions long terme. Et après, ça a aussi un gros côté éco-conception. Voilà, c'est comment faire notre métier de façon plus vertueuse, comment faire des choix qui permettent de consommer moins de ressources et d'être un petit peu moins impactant sur la planète aujourd'hui. Les expertises de Lemon, rapidement, on fait de la stratégie digitale, on fait du développement technique, tout ce qui est site internet, que ce soit mobile ou desktop, et on fait du web marketing, référencement naturel et référencement payant. Et l'expertise que je n'ai pas citée, c'est design d'expérience, c'est l'expertise qui sera la plus mise en avant aujourd'hui, donc vous aurez l'occasion de découvrir ça, mais on fait tout ce qui est recherche utilisateur jusqu'à la partie design graphique. Avec qui on fait ça? Avec tout le monde, un petit peu. On n'a pas trop de secteur d'activité où on ne va pas, si ce n'est les jeux en ligne peut-être. Voilà, donc on est pas mal avec des PME et quelques grands comptes. Je dirais que sur les PME, on va être plutôt représenté avec l'ensemble des expertises et chez les grands comptes, on est souvent avec une expertise assez forte. Ça n'empêche pas qu'on puisse être prêt avec d'autres expertises, mais on est souvent d'abord identifié pour une expertise en particulier. Je t'en prie. Alors, moi, je vais vous présenter France Car. Donc, France Car, c'est une entreprise qui vient du Nord, qui est née en 1952, donc qui est une vieille entreprise du Nord. On fait de la location de véhicules donc, utilitaires et de tourisme. On est un acteur qui est principalement connu sur le secteur du professionnel. Et aujourd'hui, on se développe de plus en plus sur la partie particulier, notamment avec les utilitaires pour des déménagements. Aujourd'hui, on a plus de 70 agences un peu partout en France. Et depuis 2016, on appartient au groupe Avis Budget. Super, merci Alison. L'idée, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on vous parle un petit peu d'un retour d'expérience. On accompagne France Car depuis plusieurs années maintenant sur plein d'expertises, mais on a accompagné France Car sur une partie UX, UI, refonte, analyse de ce qui se passait sur l'ancien parcours. Et l'idée, c'est de vous partager un petit peu tout ce qui a pu être fait, la méthode qui a été mise en place pour arriver à ça. Le contexte, peut-être, j'y vais, tu vas? J'y vais. Faut savoir que du coup, quand on a commencé à travailler avec France Car, le contexte n'était pas forcément le plus évident pour les loueurs d'utilitaires et de voitures. On a tous connu le Covid, avec après des grandes difficultés au niveau du secteur automobile, sur de l'approvisionnement, sur du véhicule. Il fallait que les personnes retrouvent des habitudes aussi de location. Donc voilà, il y avait besoin de redynamiser tout ça. On avait un site qui, sans avoir fait d'analyse, paraissait vieillissant. Voilà, donc ça, c'était un constat qu'on faisait. Avec un parcours mobile qui n'était pas optimal par rapport aux attentes des internautes en 2022, 2021, 2023 maintenant. Et du coup, on pouvait avoir un risque de retard sur la concurrence. Donc, il y a tout ça qui nous a fait entamer ce travail qu'on va vous présenter juste après. Et il y avait aussi de nouveaux services qui commençaient à arriver chez France Car, dont l'Aller Simple que vous voyez derrière nous avec le Kakemono. Et donc, du coup, c'était aussi utiliser ce projet pour mettre en avant ces nouveaux services, les mettre mieux en avant pour d'autres.
pour avoir un parcours plus performant et avoir plus de performance business. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Il y avait aussi, c'est aussi un contexte où on voulait se diversifier notre cible et on était beaucoup sur le professionnel, comme je disais, et là on voulait vraiment pousser le particulier, notamment à travers des partenariats nationaux qu'on a mis en place, un budget acquisition qui a été amplifié. Et donc voilà, c'était aussi pour accompagner tout ce développement sur le B2C qu'on a avancé. avancé. Les objectifs du coup de tout ça, de ce projet qu'on a mené, ils étaient multiples. Si on doit en retenir 3, il y avait forcément augmenter le trafic et les ventes sur le site. Alors, augmenter le trafic, vous allez me dire, l'UX, lui, pas forcément lié. Effectivement, c'est plus lié au web marketing. Mais quand vous augmentez le trafic, vous avez tout intérêt que votre parcours soit performant et pertinent, parce que si vous drainez plus de trafic mais que le parcours n'est pas bon, il ne faut pas vous attendre à des performances incroyables. Donc, il y avait vraiment un besoin de faire attention au parcours et d'augmenter les ventes sur le site. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, l'expérience mobile. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'on a au moins une interaction avec le mobile quand on regarde une marque. Voilà, on ne va pas forcément acheter en ligne avec le mobile, mais on a au moins une interaction, la première, la deuxième. En tout cas, on est passé par le mobile avant de convertir. Et après, il y a un besoin aussi que le niveau de satisfaction soit important. Voilà, on traite avec des personnes qui vont louer des voitures, qui vont… c'est pas forcément toujours… il peut y avoir des craintes par rapport à la location d'un véhicule. Donc, du coup, c'est important de rassurer aussi. Et le site doit permettre de rassurer justement toutes ces personnes. Henri, je t'en prie pour méthodo. Dans l'idée, on va vous présenter 4 méthodologies en fait, qu'on a appliquées avec France-Car. La première, ce sera l'audit UX. L'idée était de faire un état des lieux du site existant de France-Car. Ensuite, on va passer toute une phase d'analyse du comportement des utilisateurs sur le site. Et donc, c'est la phase du UX Analytics. On va faire aussi des enquêtes de satisfaction pour toujours garder et évaluer le niveau de satisfaction des clients de France-Car. Et enfin, on parlera aussi design UI dans le cadre des ajustements et de la refonte graphique qu'on a pu faire sur le site Internet. Dans l'idée, on va rentrer dans le détail de ces quatre méthodologies. La première, c'est l'audit UX. Globalement, quel est l'objectif d'un audit UX? C'est de faire l'analyse du site, des parcours des utilisateurs. Derrière, on va identifier des points de blocage ou des erreurs d'ergonomie selon le niveau qu'on fait. Et derrière, le but, c'est de faire une première roadmap d'action dans le but d'améliorer l'expérience du site. Donc, comment on fait ça? En trois grandes étapes. La première, il faut déjà choisir quel est le niveau de granularité de l'audit qu'on veut. Est-ce qu'on veut juste un état des lieux finalement assez rapide qu'on va faire avec nos équipes UX en interne, ou est-ce qu'on veut une analyse vraiment beaucoup plus poussée? Donc là, on fait une analyse experte basée sur des critères ergonomiques. Alors, les plus connus, ceux qu'on utilise le plus, nous, c'est les Bastien et Scapin. Donc déjà, il faut choisir quel niveau d'audit on veut. Ensuite, il faut définir le périmètre de cet audit. Est-ce qu'on le fait en mobile, desktop ou les deux? Quel type et le nombre de pages qu'on veut auditer. Et une fois qu'on a défini ces deux éléments, on fait l'audit et on réalise un rapport. Ce rapport peut être pareil en deux formes. Soit on fait un rapport plutôt classique, type PowerPoint, slide avec les infos. Soit on utilise un outil de captation en ligne directement. Alors, chez nous, on utilise Capian, qui est un outil canadien qui permet de faire directement des captures et de mettre les annotations et qui a tous les critères ergonomiques. Donc, voilà, on choisit quel type de rendu on veut faire. J'ai quelques exemples justement à montrer. Là, ici, c'est un exemple d'un audit via Capian qu'on avait fait dans le cadre d'Electrodépôt. Voilà, on peut prendre une capture, on peut mettre des annotations, mettre des formes, des numéros si on veut. Et derrière, on vient appliquer un titre, les critères d'ergonomie de Bastien et Scapin, derrière une description et une recommandation. Et tout ça, après, est en ligne. Et après, on a une autre forme, plus classique. Là, c'est un exemple de la slide qu'on a pu faire pour France-Car. On vient annoter tous les petits éléments qu'on a vus et on vient faire une simple recommandation. Globalement, sur France-Car,
quelles sont les actions qui ont été réalisées finalement avec cet audit. On a fait un premier rafraîchissement de l'identité graphique et surtout des petits ajustements sur le formulaire de réservation sans réellement changer la structure du site. Pour l'instant, on était juste sur un premier état des lieux, il fallait juste faire quelques petits ajustements. Et on a surtout refait la navigation dans l'expérience vécue au niveau du header et du menu pour que ce soit plus accessible, plus facile à utiliser, des liens vers le compte aussi plus facilement accessibles, ainsi que la partie programme de fidélité. Qu'est-ce que ça nous a fait gagner ? Finalement, on a eu un taux de conversion qui a augmenté sur le formulaire de 5%, et on a surtout eu un gain de 17% au niveau du temps de complétion du formulaire. Les utilisateurs, finalement, arrivaient mieux à utiliser le formulaire et donc allaient plus vite dans l'exécution. Merci Henri. Du coup, on l'a vu, hein, vous l'avez compris, l'audit UX, ça permet finalement, par une expertise, d'identifier des points qui sont problématiques, ou d'ailleurs d'identifier des points qui ne sont pas problématiques, parce que là, on met en avant des problèmes, mais l'audit, des fois, peut révéler que tout va bien. Donc, il faut le dire aussi. Alison, moi, j'avais une question pour toi. Est-ce que l'audit UX a mis en avant des choses que tu n'avais pas forcément identifiées ou des choses que tu n'avais pas vues? Je dirais qu'au global, ça nous a conforté en fait, dans les actions principales à mener sur le site, notamment rafraîchir le formulaire, que le design effectivement était un peu vieillissant, avec les boutons, oui, l'adaptabilité sur mobile. Mais ça nous a, je trouve, surtout aidé à prendre du recul en fait, sur notre site, où en fait, on a le nez dedans au quotidien. Et en fait, le fait d'avoir une analyse comme ça nous a vraiment aidé à mettre le nez dedans et de se rendre compte qu'il n'y avait pas que ça qui n'allait pas. Ok, super. Donc là, vous l'avez vu, première partie, on fait un audit UX, on détecte des premiers points et on peut mener des actions rapides, comme l'a dit Henri, avec des premiers résultats. Ensuite, Henri, qu'est-ce qu'on fait? Après, derrière, une fois qu'on a fait cet audit, l'idée, c'était de se plonger dans la vision des utilisateurs du site. Parce que l'audit, on est resté, on va dire, très large avec nos connaissances à nous. L'idée, c'était de vraiment voir le comportement des utilisateurs. Et donc, on avait besoin de voir comment ils naviguaient sur le site pour détecter les points de friction. Donc là-dessus, on a mis en place un outil d'UX Analytics. Alors ici, on est sur Hotjar. Je reviendrai après dessus. L'idée, c'est d'exploiter des nouvelles données grâce à des cartes de chaleur. Donc, c'est ce qu'on voit sur la gauche avec les zones de clic plus ou moins fortes en termes d'intensité et des sessions vidéo. Donc, on voit des vidéos de comment les utilisateurs naviguent sur le site Internet. Et on fait un croisement de l'ensemble de ces datas avec les outils d'analytics déjà présents sur le site dans le but de venir croiser les données et d'aller encore plus loin. Exemple, j'ai des données de mon analytics standard qui me dit le nombre de pages vues, le taux de rebond, le temps de page. Mais derrière, je ne connais peut-être pas le niveau de scroll ou comment se comportent les gens ou comment les gens quittent la page. Voilà, donc c'est tout là le but de l'UX Analytics. Donc, c'est une démarche, l'UX Analytics, d'amélioration continue, cyclique. L'idée, c'est qu'on met en place l'outil, on vient récolter de la data là-dessus, on analyse cette donnée, on fait des recommandations d'action, et dans l'idée, c'est on vient appliquer ces recommandations et on repart sur un cycle d'analyse. Est-ce que finalement, ces recommandations ont été plutôt performantes ou pas? Et on vient boucler l'un en dessous de l'autre. On a choisi Hotjar en particulier parce que il y en a plein sur le marché, mais c'est finalement le juste milieu pour la majorité de nos clients d'un point de vue à la fois budget et service que peut proposer Hotjar. On a trouvé que c'était le bon compromis par rapport à d'autres grands du marché qui existent. Quelques finalement exemples. Pourquoi faire de l'UX Analytics? Je sais que j'ai un taux d'abandon très fort à une de mes étapes de mon checkout. Ok, c'est un fait, mon analytics me le dit, mais derrière, je ne comprends pas pourquoi. On va aller justement regarder la carte de chaleur de cette étape en question. On va aller regarder toutes les sessions vidéo qu'on peut avoir dont les utilisateurs sont passés par cette étape-là. On va mettre du tracking un petit peu pour savoir s'ils sont passés ou pas là-dessus. Et on va regarder. OK, ils n'arrivent pas à cliquer, ils n'arrivent pas à passer. Non, il y a un truc qui leur gêne, donc ils quittent.
Voilà, l'idée, c'est d'aller plus loin dans l'analyse. Autre exemple, j'ai peu de clics sur un bouton de contact, pourtant j'avais bien mis plein milieu de ma page, bien visible. Et ben, en fait, avec Hotjar, on va se rendre compte que le niveau de scroll en fait, de cette page-là, il est faible. Et donc, en fait, on n'a qu'à peine 30% des utilisateurs qui voient le bouton. Première reco, il faut remonter le bouton parce qu'on a un taux de scroll assez faible. Et dernier élément aussi qui est important là-dessus qu'on peut avoir, on a des frustrations et des problèmes d'utilisabilité, on veut les voir. On a des filtres dans nos vidéos. Un des filtres que j'utilise le plus, moi, c'est les rage clics. Donc, c'est les clics un peu intempestifs qu'on peut faire quand on s'énerve un peu parce qu'un élément ne marche pas ou qu'on n'arrive pas à cliquer. Et donc, ça permet tout de suite de filtrer toutes les vidéos qui ont ce genre d'événements et de tout de suite essayer de comprendre pourquoi ils se sont énervés. Alors, est-ce que c'est un bug du site? Est-ce que finalement, ce n'était pas adapté? La zone n'était pas cliquable? Ou d'autres éléments. Et donc, ça, pareil, les sessions recording, ça nous permet de voir tout ça. Du coup, là, on donne des exemples un peu génériques. Si on rezoome un peu sur le projet FranceCar, est-ce que du coup, justement, l'utilisation d'Hotjar a permis d'identifier des éléments spécifiques? Tout à fait. L'utilisation d'Hotjar sur le site de FranceCar, ça a permis de… Alors, j'ai mis quelques exemples, il y a plein d'autres exemples, mais un des exemples, le premier, c'était un problème dans l'enchaînement des parcours au niveau de la réservation d'un véhicule. On avait d'abord une étape, une fois qu'on avait fait notre recherche, on avait une étape où on listait l'ensemble des véhicules qu'on pouvait louer et on devait cliquer sur un bouton « Je choisis ce véhicule ». Donc, d'instinct, on se dit c'est bon, j'ai fait le choix là. Et en fait, non, ça nous a amené sur une nouvelle page à nouveau du véhicule où il fallait de nouveau recliquer sur un bouton réservé. Et donc, on venait créer une étape supplémentaire dans le parcours. Et donc, des fois, plus on rajoute d'étapes, plus potentiellement on dilue le trafic et l'impact. Donc ça, c'était un des premiers éléments forts qu'on avait repéré. On a aussi repéré un comportement. On ne s'y attendait pas, hein, c'est toujours ça. On ne peut pas deviner comment les utilisateurs se comportent sur le site. Au niveau du formulaire de réservation, au niveau de son remplissage, et les gens venaient faire des retouches en fait, dans la recherche. Ils venaient changer la date ou les horaires pour faire des ajustements là-dessus. Et donc ça, on s'est rendu compte que même pendant les étapes de la réservation, le formulaire était important d'être toujours présent parce que finalement, après, les gens faisaient des va-et-vient dessus pour venir faire des ajustements. Et le dernier élément qu'on a principalement vu, c'était aussi un problème dans l'utilisabilité de la partie identification du client. Soit c'est un nouveau client et donc il doit créer un compte ou en tout cas rentrer ses informations personnelles pour la location, soit il est déjà client, mais en fait, la visibilité de ça était difficile. Donc là, clairement, on sentait qu'il y avait un vrai problème dans le parcours. Et donc, bilan de tout ça, on s'est dit on avait vraiment besoin d'une refonte et pas juste de petits ajustements graphiques. Il fallait vraiment aller beaucoup plus loin et revoir les parcours plus profondément. Top, merci Henri. Alison, du coup, forcément question, tu l'as dit au début, on savait certaines choses, l'audit UX a permis de conforter ou de confirmer certaines choses. En quoi finalement, tout ce qu'on vient de décrire, Hotjar, l'UX Analytics, ça a apporté quelque chose dans la décision de faire une refonte? Oui, effectivement, comme tu le dis Vincent, on était assez convaincus de devoir faire une refonte. En fait, l'UX Analytics nous a vraiment permis d'avoir des chiffres, des données qui étaient des données utilisateurs, donc ce qui est quand même plus important, donc des données réelles pour donner du poids en fait, supplémentaire pour débloquer le budget au niveau de la direction. Parce que c'est de la donnée utilisateur, c'est chiffré et c'est prouvé. Donc voilà. Donc, ça nous a vraiment aidé à pousser le déblocage de budget. Top. Et là, vous l'avez compris, hein, donc l'audit, c'est finalement l'audit UX qu'on a vu en premier lieu, c'est, je dirais, un arrêt sur image à un instant T. Voilà, on prend un expert qui regarde selon des critères, selon son expertise, et il fait un état des lieux. L'UX Analytics, ça permet d'avoir une vision dans le temps, sur 3, 6 mois, plus longtemps aussi, et de faire d'avoir de vrais chiffres. Souvent, on se dit, ah oui, bah alors je pense que, on sait que c'est dangereux, les je pense que. Et donc là, l'UX Analytics vient, entre guillemets, prouver que… Ouais, avec des vraies données réelles d'utilisateurs. C'est ça qui est important. On pourrait toujours faire des tests utilisateurs. Ça nous permet aussi, alors là, on ne va pas aborder ce sujet-là, mais les tests utilisateurs, ça permet aussi d'avoir des recueils de données vraiment utilisateurs et de tester des parcours. Là, l'avantage, c'est que
ça tourne en continu en fait, sur le site et on récupère en permanence de la data. Et, pour compléter ça, un des points qu'on relève souvent en UX, ceux qui en font, qui sont peut-être connectés là, ont peut-être la problématique aussi, c'est de, entre guillemets, prouver le résultat d'une démarche. Enfin, la démarche, elle est là, on fait des choses, mais il est souvent difficile de dire oui, grâce à ce qu'on vient de faire, on a amélioré telle ou telle chose. Et c'est vrai que l'UX Analytics permet de dire voilà, avant j'avais autant de rage-clics, maintenant j'en ai moins. Donc, tiens, on a amélioré le parcours. Avant, on mettait X secondes à remplir un formulaire, maintenant on met X secondes en moins. Donc, voilà, on peut au moins aussi prouver que la démarche qu'on a mis en place, le budget qu'on a investi, apporte réellement quelque chose au business de la marque. C'est quand même, on est aussi là pour faire du business à un moment donné. donc voilà. Henri, sur la refonte en tant que telle, du coup, donc derrière, on a dit qu'il fallait une refonte. Donc, on a effectivement réalisé une refonte UX/UI. De base, une refonte, c'est censé apporter un nouveau souffle. Voilà, une nouvelle image au site. Le but d'une refonte, c'est théoriquement d'améliorer les parcours aussi, et donc indirectement d'améliorer la satisfaction utilisateur. Et derrière, c'est optimiser les performances du site au sens large, que ce soit performance au niveau du mobile, améliorer le SEO, faire passer des actions, aussi avoir des impacts environnement, c'est ce qu'on prône aussi chez Lemon. C'est ici revoir le processus de réservation pour qu'il soit plus clair et plus efficace finalement au quotidien. Top. Rapidement sur comment on fait ça chez Lemon en 2 mots, Henri. Ouais, alors rapidement, il existe plein de démarches, on a tous un peu nos démarches. Là, c'est relativement standard, c'est des démarches classiques du X. On a découpé ça en 4 grandes phases. Une phase de comprendre, qui est toute la partie un peu UX Research. Ensuite, une phase inventer, on va faire tous les ateliers de co-conception là, ensemble. Une phase de concevoir, on va faire des wireframes, du design graphique. Et surtout, la phase de mesure, où là, avec des tests utilisateurs, l'UX Analytics rentre dedans, par exemple, aussi. Voilà, en fait, c'est plein de méthodologies qu'on applique dans ces 4 grandes phases. Et en fait, on vient, c'est cyclique aussi, on vient appliquer au quotidien ces 4 grandes phases. Super. Alors du coup, vous l'avez vu, on est parti dans une refonte. Voilà, refonte qui a cheminé et qui a donné le résultat qui est le résultat qui est en ligne aujourd'hui sur France Car. Et du coup, finalement, Henri, c'est quoi les résultats de tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé finalement autour de tout ça? Alors, cette refonte, elle a mis plusieurs mois quand même. C'est un gros site, France Car. On a fait 3 journées d'ateliers de co-conception. C'est quasiment près de 170 heures de travail, de la conception des maquettes jusqu'à la recette du site. Et on a fait pas moins de 50 maquettes, mobiles et desktop, pour être sûr qu'on était bien. Résultat, il y avait une nette différence en termes d'image là-dessus, qui a été rajeuni. Le processus de réservation est plus clair, plus efficace. Alors, on ne dit pas qu'il est encore parfait. On peut toujours améliorer les choses. On a toujours des contraintes dans les projets. On ne peut jamais imaginer le rêve qu'on veut. On a toujours des contraintes, que ce soit techniques, budgétaires ou de temps. Donc là, on a essayé de faire au mieux, mais on a clairement un processus de réservation qui est plus clair, plus efficace. Et on a aussi, bien entendu, amélioré les performances sur mobile. Alors du coup, forcément, j'ai envie de demander à Alison, parce que nous, on vous dit que c'est génial, évidemment. J'ai envie de demander à Alison ce que tu as pensé de tout ça, à la fois de la méthode et à la fois des résultats qui sont là. Alors sur la méthode, effectivement, j'ai trouvé ça très ludique, parce qu'on a commencé par faire des petits dessins pour imaginer notre site idéal. Non, je trouvais que les ateliers étaient ludiques et instructifs, et surtout, on a pu apporter sur le projet différents acteurs. Et ça, je trouvais ça intéressant, que ce soit nous en interne, où il y avait le marketing d'Avis, le marketing France Car, la communication, les opérations, et vous aussi, l'équipe Lemon, où en fait, vous avez un œil un peu plus externe à notre métier, où nous, on a des prérequis dans notre métier, on se rendait compte qu'en fait, c'était juste des prérequis de notre métier et qu'il fallait faire peut-être autrement. Et d'inclure aussi la partie web marketing, donc la partie référencement naturel, acquisition de trafic pour améliorer les performances dès la conception de la refonte. Je trouvais ça aussi super intéressant, parce que c'est au global, et c'est ça aussi qui nous permet aussi d'avoir des bons résultats. Top.
Alison a soulevé un bon point. C'est vrai que là, on parle de la méthode, on parle de l'UX, mais une des forces de la méthode des ateliers, c'est vraiment de réunir plusieurs sachants, plusieurs expertises, pas forcément sur l'entièreté des journées, mais à des moments bien spécifiques pour pas, une fois qu'on a défini un parcours qui nous semble idéal, se dire ah, c'est marrant, mais mon SEO, il n'y a plus d'endroit pour mettre du texte, ou alors super les gars, mais techniquement, comment on va faire? Donc voilà, donc l'idée, c'est pas de brider du tout, bien au contraire, mais c'est de s'écouter tous et de trouver, comme l'a dit Henri, le meilleur chemin vers le monde idéal. Encore une fois, on ne peut pas forcément toujours atteindre le monde idéal, ou en tout cas pas tout de suite, mais l'idée, c'est de s'en rapprocher le plus possible et d'avoir un travail aussi d'entraide. Et après, même sur un projet, quand vous avez intégré l'interne ou même l'externe, il y a une adoption au projet qui est bien plus forte, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose, vous avez eu une part dans ce projet, donc c'est aussi ce qui est intéressant. Du coup, Henri, on s'arrête, c'est ça, c'est fini, on a fait la refonte, ça y est, c'est bon, tout est fini. Oui, je voulais rajouter aussi un truc, c'est sur les outils qui ont été utilisés, notamment je pense à Figma ou à d'autres outils, qui étaient assez pratiques aussi pour nous en interne, pour pouvoir partager les éléments au niveau de la direction ou même au niveau des opérations, pour pouvoir travailler ensemble. Donc les outils étaient aussi efficaces et pertinents. Clairement, et on a même pu faire des ateliers en physique et des ateliers en distanciel de par les outils justement qui maintenant permettent une collaboration assez facile. Effectivement. Et donc effectivement, et après parce qu'on a fait une refonte, c'est bien beau, et maintenant on se dit ça s'arrête. Non, pas du tout, ça ne s'arrête pas, parce que quand on fait une refonte, quand on fait de l'UX Analytics, l'idée c'est de venir refaire, continuer. On était dans cette fameuse boucle cyclique. On a fait une très très grosse évolution là. Il faut tout de suite tester. Alors on avait fait des tests sur les maquettes en interne un petit peu, on avait fait des tests utilisateurs, mais derrière, c'était de voir comment les utilisateurs du site allaient appréhender ce nouveau site, cette refonte. Donc, on est reparti dans une phase d'analyse avec l'UX Analytics pour être sûr de valider les comportements utilisateurs suite à la refonte. Et vous allez voir, ça n'a pas été de tout repos, parce que justement, dès le lancement du site, on a détecté un vrai problème qu'on ne pouvait pas imaginer avant, qu'on n'avait même pas anticipé non plus lors des tests. Peut-être parce qu'ils avaient été biaisés ou pas, mais on a eu une augmentation de près de 300% de nos rage clics, que ce soit sur desktop ou mobile. Là, on se dit « Ah là, c'est la catastrophe ». Eh bien non, justement, grâce à l'UX Analytics, on a pu tout de suite réagir, détecter immédiatement où était le problème, pour ensuite faire des ajustements. Dès le mois suivant, en l'espace d'un mois, on a corrigé. Donc, le mois de juin, effectivement, a été un peu difficile. Et dès le mois de juillet, on avait réduit, et août. Et derrière, une fois qu'on a mis en ligne les corrections, on voit tout de suite, le graphique est parfaitement parlant, l'effet immédiat de la correction qui a permis de corriger déjà le problème de rage click, et qui surtout a permis de revenir à une idée de base qu'on s'était faite au moment de la refonte, qui a été de presque carrément supprimer les rage click. On n'en a quasiment plus, on a baissé presque la totalité des rage click sur mobile, on n'en a quasiment plus, moins 99%. Donc c'est à partir de la correction, on va dire, par rapport à l'ancien site. On a biaisé les 300% d'augmentation. Les moins 95%, c'est vraiment de l'ancien site à maintenant suite aux corrections. Donc vraiment, on a presque tout annulé, et on a presque réduit aussi de 50% le taux sur desktop. Alors ce desktop, c'est un petit peu particulier. Il y a ce qu'on appelle des faux rage clics. C'est juste des comportements liés à des composants du site qui nécessitent un enchaînement de clics que parfois Hotjar interprète comme un rage click, mais en fait, c'est un comportement tout à fait normal. Donc voilà, il y en aura toujours un petit peu sur desktop, mais en tout cas, on a déjà réduit de 50% par rapport à l'ancien site. Une fois qu'on avait fait cette analyse, on a aussi lancé toute une phase d'enquête de satisfaction. Donc ça, c'était la 4e méthode. L'idée, c'était de recueillir des avis tout au long du parcours. Hotjar nous permet de pousser une sorte de petites questions comme ça qui peuvent apparaître en pop-up, qu'on voit des fois dans nos parcours. L'idée, ce n'était pas de venir surcharger trop l'expérience. On a fait une seule questionnaire à un moment, plutôt en fin de parcours. L'idée était de recueillir l'avis global du client sur son parcours là-dessus. Mais bon, l'objectif d'une enquête de satisfaction de base, c'est recueillir des avis clients,
derrière définir un niveau de satisfaction et donc surtout mesurer la performance derrière de son site. Quel type d'enquête de satisfaction on peut faire? On peut faire des enquêtes en post-achat pour demander un avis, une note. C'est ce qu'on a très régulièrement. Soit on l'a directement dans la page de confirmation, soit on reçoit des mails quelques jours après, donnez votre avis. Ça, on va dire, c'est très classique. On a des enquêtes aussi de niveau de satisfaction qu'on donne une note sur 5, voilà aussi. On a le fameux NPS, hein, le Net Promoter Score, qui est quelque chose de très connu avec la fameuse note de 0 à 10, qui est un peu détournée par certaines marques en disant mettez 9 ou 10. Je trouve que c'est un peu dark pattern là-dessus. Il ne faut pas inciter, il faut laisser l'utilisateur mettre la note qu'il a envie là-dessus, parce que derrière, ça vient biaiser notamment le NPS. On sait qu'il y en a certains qui sont des fois objectivés sur les NPS, donc il y a ce détournement d'usage qui n'est pas très correct. Il faut laisser les utilisateurs laisser leurs notes. Et comment on fait ça? Alors, on a des questionnaires qu'on peut faire soit externes par mail ou des petites questions qu'on pose directement sur le site avec des petites fenêtres. Derrière, sur France Car, donc ce que je disais, on a fait un questionnaire principal qui était quel était le niveau de satisfaction de l'expérience de réservation sur le site Internet, voilà, avec une note sur 5, de 1 à 5. Derrière, on a eu près de 2400 réponses en 9 mois sur ce questionnaire, ce qui nous fait un taux de réponse de 10%. À peu près. Et de manière globale, on a un taux de satisfaction de 94%. Alors, la satisfaction, on considère que c'est les gens qui ont mis 4 ou 5. Et ce qui nous a donné une note moyenne de 4,6 sur 5. Donc ça, vraiment, ça a été très positif. Suite à la refonte, on a plutôt eu des très bons chiffres. Donc ça, on est plutôt content là-dessus. Top. On arrive bientôt à la fin. On a quelques questions qui ont été posées. On va y répondre juste après. Avant de passer aux questions, un petit bilan finalement de tout ça. Alors d'abord, vas-y Henri, bilan à notre niveau et ensuite je laisserai le mot de la fin à Alison. Bilan pour finalement essayer d'améliorer les performances de son site et comprendre l'expérience. C'est important de suivre régulièrement le parcours de ses utilisateurs. Ça, c'est très important. Et surtout, ne pensez jamais connaître vos utilisateurs. Vous serez toujours surpris du comportement de ces gens-là sur leur site. On pense connaître tout. Non, il faut toujours avoir du recul et se dire, OK, je me mets dans la peau, comment ils naviguent, comment ils comprennent le site. Et on est toujours étonné par certains comportements. Alison, bilan côté France Car? Alors, effectivement, on a un bilan chiffré qui est plutôt bon. Et donc, déjà, rien que sur les chiffres, c'est une réussite. Donc, avec un taux de conversion qui est en hausse, alors qu'on a augmenté le trafic via des nouvelles campagnes web marketing et d'autres actions. On a augmenté effectivement les ventes des options parce que c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus visible. Enfin, voilà, on a clairement un parcours qui est beaucoup plus optimisé et des très bonnes performances. Mais au-delà de ça, on a vraiment c'est l'image du site qui est beaucoup plus dynamique et rajeunie, que ce soit pour la vision en interne ou en externe. Et voilà, pour faire un bilan global sur le travail UX et sur toute la méthodo, moi j'ai trouvé ça super intéressant, tous les outils qu'on a utilisés. Parce que, comme disait Henri, ce n'est pas que du ressenti, c'est vraiment de l'expérience utilisateur, des chiffres prouvés, des données réelles. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important pour pouvoir améliorer notre site. Et je rajouterais sur le côté France Car, on avait déjà amélioré avec l'audit UX les performances du formulaire. Avec la refonte, il ne fallait pas dégrader cette expérience qu'on avait améliorée. On l'a même été encore mieux parce qu'on a toujours encore amélioré ce formulaire. Alors, principalement grâce à l'action de correction qu'on avait eue tout à l'heure avec la RageClick, puisque la majorité était suite au formulaire. Mais on a encore moins d'hésitation. Les gens complètent le formulaire de manière encore plus rapide. Et donc, automatiquement, on a eu plus de conversions. Ouais, et ce que je trouve aussi super important, c'est au-delà du travail qui a été fait, qui a été un super travail, et on est tous tous satisfaits, c'est de continuer à faire ce travail du UX Analytics pour pouvoir continuer à améliorer. Parce que même
les utilisateurs peuvent réagir de façon différente avec le temps. Et voilà, c'est de pouvoir optimiser en permanence grâce à ces outils qu'on a mis en place. On a encore des exemples concrets. Hein. Le site, il est en ligne, là, ça va bientôt faire 1 an. Hein. Ouais. Et on a déjà passé 2-3 modifs là. Et encore récemment, on a encore fait des modifications parce qu'on a vu qu'il y avait des petits éléments qui n'allaient pas. Et on améliore toujours hein, les actions encore qui doivent être améliorées. Donc, c'est important que ce soit sur le long terme, au quotidien, assez régulier. Top. Alors, du coup, on a quelques questions. Il nous reste 9 minutes, donc on est pas mal. Une première question, c'est est-ce que finalement le client, dans tout ce qu'on a expliqué, doit être impliqué dans le suivi de la réalisation des recommandations, étape par étape, parce qu'on sait que des fois, des recos UX peuvent impliquer des choses difficiles, voire impossibles à implémenter. Donc, est-ce qu'il faut que le client soit tout le temps dans les prises de décision? Est-ce que pas? Enfin, voilà, comment on intègre le client finalement dans cette méthode et comment on prend les décisions par rapport aux recos qu'on peut mener? Moi, je pense que c'est un travail commun. Oui, on fait des recommandations parce qu'on voit des choses. Effectivement, ça peut des fois nécessiter des actions fortes qui sont parfois lourdes et donc il faut en discuter avec le client. Et donc, si on peut faire passer l'action, très bien. Si le client dit « Ok, j'ai le budget, je peux faire passer ». Sinon, il faut essayer de trouver des compromis. Comment on peut quand même améliorer ce point-là? Parce qu'on sait qu'il y a un point de friction à ce moment-là. Et donc, il faut travailler, je pense, avec le client. C'est important. Ce n'est pas juste nous, experts, on a vu ça, faites comme ça. Nous, il y a une vraie relation de travail avec le client pour définir, OK, on fait ça, on va faire dans cet ordre-là, telle priorité, plutôt celle-là. On va faire une étape intermédiaire en attendant parce qu'on n'a peut-être pas le budget pour faire tout ça. Donc, je pense que c'est très important. Alison, tu me Oui, l'échange entre nous est super important parce que ce soit des problèmes de budget ou des problèmes techniques aussi, puisqu'on a un site qui était existant et voilà, c'est important qu'on ait des échanges et qu'on trouve des solutions qui peuvent effectivement pas être la solution de départ, mais qui peuvent être un peu contournées pour pouvoir répondre aux problèmes. Donc, effectivement, il faut travailler main dans la main. Et pour le coup, sur toute la refonte, on a eu l'impression qu'on était une équipe même d'une même entreprise et pas une agence et un client. C'était vraiment un partenariat ensemble. Ouais, sur le dernier point que vient de citer Alison, c'est vrai, hein, parce qu'au final, quand vous êtes dans cette méthode de travail, après, quand vous voyez des rage clics, comme on l'a vu là, qui arrivent juste après, on est énervé, nous, comme si on était Transcar. Qu'est-ce qui se passe voilà, quand on ne peut pas passer un truc, on se dit alors comment on fait pour tout. Donc en fait, c'est vrai qu'on est vraiment impliqué dans le projet quand on fait ça, quoi. Et donc c'est vrai que c'est bien. Et puis, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous ne pouvez pas ne pas prendre en considération le client. Enfin, nous, l'UX, il est expert de l'UX, il n'est pas expert de la location d'automobile. Il y a des actualités business qui font qu'il y a des choses qui sont des fois possibles, des fois à faire, des fois pas possibles. Et donc, il faut évidemment intégrer les clients dans tout cet échange et idéalement aussi même des clients du client, puisque comme ça peut permettre d'avoir encore plus d'infos. On avait une question sur Capian, qui est finalement l'outil d'audit UX, donc Capian chez nous. À quel point il doit s'intégrer dans les outils de gestion de projet, type Jira ou autre? Est-ce que c'est important que ce soit intégré, pas intégré? Enfin, voilà, Très bonne question. Moi, je pense que Capian permet en fait finalement déjà de préfiltrer le côté un peu ticketing si on veut. Et donc, en fait, le PO, le chef de projet derrière, peut récupérer tel quel les éléments. Je sais récemment que justement Capian vient de se connecter avec des outils de gestion de projet là-dessus, ont des API. Et donc, je pense que maintenant, c'est important que l'audit UX, une fois qu'elle est présentée au client, tout n'est pas retenu parfois dans les recommandations, mais celles qui sont retenues peuvent être réintégrées facilement dans des tickets pour ensuite des développeurs ou des choses comme ça, ou même venir agrémenter la partie design s'il faut faire des maquettes de l'élément précis. Je pense que ça se fusionne. Capian permet maintenant d'avoir des connexions là-dessus avec des Jira, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, moi, je pense que c'est important et ça préfigure déjà la user story ou l'élément qu'on peut mettre dedans directement. Je pense que là-dessus, ça rejoint ce qu'on a dit. En fait, l'outil de gestion de projet, il gère le projet, comme son nom l'indique. Et en fait, voilà, l'UX ne doit pas être un élément à part de tout ça. C'est vraiment un élément intégré au projet. Donc, ça doit nourrir des user stories.
ou créer de nouvelles user stories parce qu'on a détecté des trucs qui n'étaient pas prévus dans le projet, pas prévus dans la roadmap. Donc oui, il doit être intégré dans un outil de gestion de projet. Ça ne doit pas être à côté, parce que si c'est à côté, on ne prend pas en considération, on l'oublie. Donc voilà, que ce soit Jira ou d'autres, je vous conseille de l'intégrer au maximum. On a parlé tout à l'heure des rage clics, plus 300%. On a une question sur, vous n'avez pas évoqué la cause de cette augmentation. Du coup, est-ce qu'on peut parler de la cause? On peut. En gros, on avait un formulaire de réservation où il y a des règles de gestion métier dans ce formulaire, qui est l'étape 1, on doit choisir l'agence. Et après, on choisit les dates de ma location et les horaires. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait rendu le formulaire entièrement accessible. On avait mis en 1 le choix de l'agence, en 2 les horaires. Et en fait, on se rendait compte que certains sautaient l'étape du choix de l'agence, ce qui est très étonnant. On se dit c'est en premier, les gens vont le faire. Ben non. Et donc, en fait, les gens essayaient de cliquer sur les dates et les heures. Le problème, c'est qu'il y avait une règle technique. En fait, c'est que tant qu'on n'avait pas choisi l'agence, on ne pouvait pas afficher les dates et les horaires parce que les dates et les horaires sont contextualisés en fonction de l'agence choisie pour leurs horaires. Je ne dis pas de bêtises, Alison, tu me confirmes. Et donc, en fait, on avait des rage clics de gens qui s'énervaient énormément sur la date et l'heure, probablement parce que visuellement, la date et l'heure étaient côte à côte et peut-être ressortaient mieux que juste la barre complète pour l'agence. Et donc, peut-être que ça a attiré plus l'œil et donc peut-être plus facile en termes d'accessibilité aussi, vu que c'était un peu plus bas dans l'écran. Et donc, là, on s'est dit, non, il faut faire quelque chose. Donc, quelle action on a fait là-dessus pour faire baisser ce up de rage click? On est venu griser un petit peu. Voilà, c'est la solution temporaire. Alors, on pouvait avoir des solutions où on vient afficher les champs au fur et à mesure. Élément qu'on avait éliminé parce qu'on avait envie que l'utilisateur voit l'ensemble du formulaire tout de suite pour se rendre compte qu'il n'avait que 3-4 champs à compléter et c'est tout. Donc, en fait, on est venu griser la zone de date et d'heure tant que la personne n'avait pas complété le nom de l'agence de départ et de retour. Et donc, là-dessus, ça a eu un effet immédiat parce qu'en fait, de ce fait, on a vu le taux de clics sur les zones grises était beaucoup plus faible parce que le champ agence était beaucoup plus mis en avant visuellement. Voilà la principale raison. Il y avait aussi des raisons au niveau des étapes. C'est qu'une fois qu'on lançait la recherche, on était parti d'un principe qui est peut-être une erreur de base qu'on a fait parce qu'on avait repéré dans les phases d'analyse qu'il y avait un comportement particulier sur le formulaire. Les gens faisaient des va-et-vient pour ajuster. Et en fait, avec la refonte, on s'est dit on va essayer de minimiser cet impact-là dans le but d'essayer de concentrer les gens, classique, business, concentrer les gens dans le tunnel pour qu'ils convertissent plus. Et en fait, on a fait l'erreur de retirer le formulaire après qu'on avait lancé la recherche. Ce qui générait beaucoup de frustration, beaucoup de kits, de beaucoup de gens qui allaient en arrière, qui revenaient au départ, qui faisaient des précédents et c'était compliqué. Et en fait, on a tout de suite vu que c'était aussi une erreur. Pareil, on est venu remettre le formulaire de réservation sur la page de résultats, tout en haut. Et là, tout de suite, ça a été immédiat. On l'a vu parce qu'on a eu un taux de clic énorme sur le petit modifié qu'on mettait dans le récap, sur un tout petit modifié, tout petit. Et on s'est dit non, c'est pas possible. On a trop de retours, trop de modifiés. Il faut qu'on remette le formulaire. Et là, tout de suite, ça a été beaucoup plus fluide et on a regagné des taux plus intéressants. Voilà. Super. On arrive au bout. Alison, est-ce que tu as un mot pour conclure le projet sur la suite Pour conclure, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est vraiment que le projet il doit être fait main dans la main avec les équipes, le client et l'agence, ça, c'est une certitude, et que au-delà de maintenant la refonte a été faite, on a des super résultats, on a des belles performances, on est content, c'est de continuer ce travail permanent et pouvoir faire des évolutions et pour répondre au mieux au parcours des utilisateurs. Super. Merci à tous. Merci pour votre participation. Vous l'avez compris, si vous avez besoin de louer quelque chose, n'hésitez pas. Franck est là, ils ont un super site internet maintenant, donc allez-y. Moi, je suis ravi de vous avoir partagé tout ça. Le webinaire a été enregistré, donc dans quelques jours, il sera
disponible sur notre chaîne YouTube, mais de toute façon, vous verrez passer ça sur les différents réseaux. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire, très certainement au mois de juin. Voilà, on n'a pas encore le sujet, mais il y en aura certainement un. Et je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de la journée. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, Au revoir. merci.